Donc, avant toute chose, je voudrais remercier les organisateurs du forum de m'avoir invité. Mon nom est David Henrard et je suis président d'Isaac Québec et directeur de la sécurité et de la protection des renseignements personnels chez LGS, qui est une compagnie d'IBM. Donc, je vais vous faire une petite mise en contexte. Ça nous permettra de bien nous comprendre parce que étant originaire de France mais travaillant au Canada, au niveau des termes employés, on a quelquefois des différences. Donc, pour bien se comprendre, je vais vous faire une petite mise en correspondance. Donc, rapidement me concernant, moi je suis juriste de formation. Je me suis retrouvé dans le département juridique d'une grosse organisation en France et va me retrouver ensuite directeur des technologies de l'information de cette même organisation. Pour des questions de conformité et de protection des renseignements personnels, j'ai ajouté la composante TI à mes compétences juridiques pour prendre en charge le département des technologies de l'information, le département informatique. Donc, première distinction au niveau de la terminologie, quand vous parlez de système d'information au Québec, au Canada, partie francophone, on utilise la terminologie technologie de l'information. Donc, je vais surtout vous parler de TI. Au niveau de mes responsabilités à Québec, je suis consultant spécialisé dans les domaines de protection de la vie privée et de la sécurité de l'information, gestion des risques également. Et en fait, c'est à travers les sujets qu'on a abordés ce matin, les transformations qui s'opèrent au niveau des organisations, le fait de s'intéresser de plus en plus à la gouvernance des technologies de l'information. Donc c'est ce dont je vais vous parler ce matin, et notamment à travers l'innovation. Donc comment tirer profit de l'innovation à l'aide de la gouvernance et de la gestion des technologies de l'information. Donc au niveau correspondance, vous me pardonnerez, je vais parler beaucoup d'affaires et non pas de métier, mais c'est un équivalent. Donc j'ai dit les systèmes d'information, ça vous coûte les TI. Le fameux DSI, de notre côté, quand on les prend dans les référentiels américains, anglo-saxons, on va trouver le CIO et le CTO. Concrètement, au Québec, on va avoir un dirigeant principal de l'information qui va être le CIO, et on va avoir un directeur ou un vice-président aux technologies de l'information. Vous voyez, déjà c'est un rôle qui tend à se scinder en deux. Alors, petite définition, mise en contexte, définition de l'innovation. Donc le fait d'introduire de la nouveauté dans un domaine, quel qu'il soit. Le changement peut s'opérer à l'extérieur de votre organisation, le marché qui évolue, des nouvelles technologies, mais ça peut être également à l'intérieur de vos organisations. Transformation, réorganisation, regroupement d'organisations, donc à l'extérieur et à l'intérieur de l'organisation. Je suis aussi allé voir au niveau de l'OCDE, il y a une définition qui est proposée dans un document qu'ils ont écrit, le Oslo Manual, en 2005. La mise en œuvre d'un nouveau produit significatif, bien ou service, processus, nouvelle méthode commerciale ou une nouvelle méthode dans les pratiques d'affaires, l'organisation de travail ou les relations externes. Donc vous voyez, on touche, cette innovation peut intervenir à beaucoup de niveaux. Si on regarde au niveau des technologies de l'information proprement dites, je suis allé voir au niveau de Gartner, qui propose à chaque année une courbe avec les tendances, donc ce qui s'en vient, puis on les voit évoluer dans le temps. Donc quand on prend la courbe montante, c'est vraiment ce qui est au niveau des prémices. On en entend parler, on ne sait pas encore exactement quel est le potentiel, qu'est-ce qu'on peut en faire. C'est ce qui fait l'actualité, c'est en pleine croissance. Donc, sans les prendre toutes dans le détail, on en entend parler dans les médias. Par exemple, prenons les objets connectés. Beaucoup d'informations, beaucoup de nouveautés qui s'en viennent à ce niveau-là. On voit un potentiel, mais on ne sait pas encore exactement ce qu'on va pouvoir en faire ou jusqu'où ça va s'arrêter. On parlerait par exemple
d'intelligence artificielle, ça c'était déjà bien avancé. Le fameux Big Data, donc, au Québec on appellerait ça les informations massives. Parce que oui, pour tout dire, au Québec on a un office québécois de la langue française, donc ça c'est une particularité pour comprendre. C'est que le Québec c'est comme 7,5 millions de francophones au milieu d'un environnement de 350 millions d'anglophones. Donc on a un office qui veille à la défense de la langue française. Donc nous, quand on travaille dans le secteur privé officiellement avec le client, il faut que ça soit en français. En arrière-boutique, on peut fonctionner en anglais. Quand vous êtes dans le secteur gouvernemental, c'est uniquement en français. Moi, comme consultant, les livrables que je dépose chez mon client doivent être intégralement en français, sinon ils vont m'être refusés. Donc cet office québécois de la langue française va regarder à ce que, et notamment dans le domaine des technologies de l'information, on utilise de la terminologie française. Donc on va devoir inventer des mots à l'occasion. Donc peut-être que vous m'entendrez parler de courriel pour le courrier électronique ou de clavardage pour le chat. Donc c'est à noter. J'irai pas plus en avant, mais regardez rien que dans le titre de cette courbe, c'est une évolution frénétique. C'est-à-dire que on servirait le même schéma dans un an. Qu'est-ce qui va émerger de nouveau? Donc on voit là pointe vraiment un gros défi pour nos organisations. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce qu'il y a un potentiel de création de valeur, de tirer un avantage concurrentiel sur la compétition, aller chercher de nouveaux marchés? Donc je pense que le DSI va avoir un rôle à jouer, doit être très informé au niveau de ces nouveautés, mais pas seulement d'un point de vue purement technologique, mais également d'un point de vue du domaine d'affaires dans lequel il est. Donc si je travaille dans une compagnie d'assurance, dans une banque, dans le domaine médical, dans le domaine du transport, il va falloir que je regarde chacune de ces technologies-là, en gros, qu'est-ce qu'elle va pouvoir m'apporter à mon organisation dans mon domaine d'affaires. Alors, les technologies de l'information, on voit que sans cesse des nouveautés. Pour autant, dans les médias, un peu comme les trains, on parle des trains qui arrivent en retard, mais on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Les technologies de l'information, souvent, on en parle pour les mauvaises raisons. Alors, là, je vous ai mis un certain nombre de logos d'entreprises. Je ne mets pas de texte parce que je ne veux surtout pas que je sois mal interprété, mais il y a eu des cas où on a parlé de ces entreprises-là pour des questions de technologie de l'information. Donc WorldCom, c'était une première, on va dire, dans la chronologie. C'était de la manipulation comptable. Mais à partir des systèmes d'information, on avait réussi l'organisation avait réussi finalement à truquer les chiffres. Donc on voit que les systèmes d'information, il y a une grosse problématique en termes de conformité. Société Générale, il y a quelques années de cela, il y a eu un scandale d'importance, un trader en particulier qui a fait de nombreuses opérations pour un volume financier énorme, et le problème, ça a découlé sur des faillites ou des pertes, je pense que c'était 7 milliards d'euros, importantes donc pour l'organisation. Et si on regarde ça du point de vue des technologies de l'information, il y avait une problématique en termes de gestion des accès et finalement plus largement des défaillances de contrôle. Parce que les systèmes qui étaient en place pouvaient permettre de voir qu'il y avait des gestes qui étaient posés avec des problématiques d'incompatibilité de tâches. Toute cette information-là était collectée dans les systèmes, mais il n'y a aucune alerte qui s'est déclenchée. Donc finalement, on a découvert le poteau rose un peu tard, on va dire. Donc, un problème dans les contrôles. Ça, je dirais, c'est la version telle qu'elle nous est présentée. Sony, c'était un des premiers en termes de prestations électroniques de services qui a perdu des données de ses clients. Donc, toutes les données d'identification, les données bancaires, les données sur les données personnelles. Donc, encore une fois, on parle des technologies de l'information dans les médias pour les mauvaises raisons. Target, une compagnie commerciale, donc des magasins de distribution, grande distribution américaine. Eux autres ont fait parler d'eux pour, là aussi, des pertes d'informations. Rien de moins que 40 millions de numéros de carte de crédit avec l'identité complète de leur titulaire,
ainsi que les numéros de sécurité qui se trouvent à l'endos des cartes. Savoir que le domaine des cartes de crédit, c'est un domaine quand même très réglementé. Ces numéros-là, on n'est pas supposé les garder dans les systèmes. Donc, ils en ont juste perdu 40 millions. Ça fait un peu désordre. Ça a tellement fait désordre que ça a eu pour conséquence de faire sauter l'ensemble de la chaîne hiérarchique. C'est quand même un précédent en termes de responsabilisation des dirigeants. Alors, est-ce qu'ils étaient au courant qu'ils avaient mesuré le risque? On ne le sait pas nécessairement, mais ils ont dû assumer les responsabilités, pour la plupart, en démissionnant. Alors, Samsung, un autre acteur majeur dans le domaine des technologies, il y a eu un événement au printemps, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, à travers des télés, on va dire des smart TV, là, les télés intelligentes. Ils avaient introduit un système de reconnaissance vocale pour pouvoir permettre aux consommateurs de piloter sa télévision juste en parlant, tiens, je veux tel programme, je veux aller sur Internet. Ça prenait donc un dispositif pour enregistrer la conversation, pour pouvoir reconnaître la voix. Et puis finalement, on s'est rendu compte dans le système que Samsung était en mesure, pour des questions, c'est souvent ce qu'on met de l'avant, en termes de qualité du service ou d'amélioration, était capable d'activer le système d'écoute vocale à l'insu de l'utilisateur, puis de collecter cette information-là pour différents traitements. Et on aurait pu imaginer que les autorités police puissent aller demander à Samsung, tiens, moi telle personne, je voudrais enquêter, on va se servir de ta télévision. Et pourquoi je vous parle de ça en termes de gouvernance? C'est que la direction, quand elle a vu le scandale sortir dans les médias, finalement elle a découvert, elle s'est dit, tiens, on n'était même pas au courant que ce programme-là existe dans notre compagnie. Puis là, j'attire votre attention sur un phénomène en termes de tout ce qui a trait au big data, justement. C'est que finalement, la limite, c'est l'imagination que les développeurs pourraient avoir de traitement possible au niveau de cette information. Puis on voit que là, finalement, on aurait peut-être une fonctionnalité avec laquelle la haute direction de l'entreprise n'était pas à l'aise, mais qui a quand même réussi à se mettre en place et être commercialisée, a priori à leur insu. On a un sérieux problème de gouvernance. Bon, si on reste dans le secteur de l'innovation, pour voir que ça crée de nouveaux risques, toujours chez Samsung, on a eu récemment une histoire de réfrigérateurs connectés qui ont été à l'origine d'une brèche de sécurité et qui ont donné lieu à des pertes d'informations de comptes de messagerie ainsi que les mots de passe. Et puis enfin, toujours malgré tout, le domaine des technologies de l'information, Volkswagen, donc tout récemment, on nous apprend qu'on a mis un petit logiciel pour truquer finalement les rejets de particules. Donc quand il y avait un test, il y avait un dispositif pour que les mesures soient faussées. Donc là, on s'est servi de la technologie pour des fins de fraude. Alors, on ne sait pas encore le fin détail, jusqu'où dans l'organisation on est au courant, mais on voit qu'on a un sérieux problème de gouvernance. Encore là, on peut remonter très haut dans la direction, mais ultimement, qui est le propriétaire de la compagnie? Ce sont les actionnaires. Est-ce que les actionnaires sont à l'aise avec le choix que l'organisation a fait dans ce domaine-là? Je ne suis pas certain. Donc on va regarder comment on peut éviter ou mettre en place un système de gestion des technologies de l'information pour essayer, tant de faire se peut, d'éviter ce genre de situation. Alors, quelles sont les conséquences pour l'organisation? Bon, simplement, la première qui vient à l'esprit, puis les compagnies que j'ai citées tantôt l'ont vécu, l'atteinte à la réputation. La clientèle qui va perdre confiance envers les organisations impliquées. Des pertes financières, forcément. Il va y avoir des poursuites, des indemnisations. Puis on sait qu'en Amérique du Nord, les poursuites, c'est quelque chose qui est très coutumier et qui a des conséquences non négligeables pour la santé financière de l'organisation. Ça peut être dramatique. Il y a eu des faillites. WorldCom en particulier n'existe plus. Donc perte de confiance de la clientèle, j'en ai parlé. Licenciement des gestionnaires, on a vu Target, ce qui s'est passé. Poursuite judiciaire. À un autre niveau, la mauvaise gestion des projets en technologie de l'information, une fatalité. Alors,
ça c'est quelque chose que je constate, moi, dans mon métier de consultant. On a des clients qui vont, par exemple, me lancer des appels d'offres ou passer des commandes. Et on va avoir des firmes de consultation qui vont répondre à ces appels d'offres. Et finalement, le projet, il va lui arriver plein de misère. Donc, des retards sur le calendrier qui était planifié initialement, des dépassements de budget, puis des dépassements conséquents. Quelquefois, on va obtenir un produit, puis finalement, c'est pas tout à fait ce qu'on avait besoin ou ce qu'on avait prévu. Ça fait pas tout à fait l'affaire de l'utilisateur. Alors, ce qui peut même arriver, c'est qu'on ait passé une commande avec des besoins exprimés d'une certaine... des besoins spécifiques, puis tout en évoluant le projet, il va se transformer, puis le besoin, il va changer. Donc tout ce qu'on avait prévu au départ, on ne va pas le rencontrer à l'arrivée. Donc, besoin, le terme de besoin de l'utilisateur. Parce que souvent, ce qu'on peut voir, finalement, c'est qu'on a le monde des affaires, donc le côté métier, et le côté technologie. Je remarque que parfois, la partie de technologie est déjà en train de penser à la solution avant même d'avoir fini soit de questionner, soit de comprendre exactement c'était quoi le besoin d'affaires. Donc, pour résumer, vous avez un problème, j'ai une solution technologique. C'est pas comme ça que ça marche. J'aurais même presque tendance à dire, je me veux volontairement provoquant, il y a un outil, tu vas avoir un problème. Donc, c'est volontairement accentué, mais c'est une réalité. Je ne sais pas si vous la vivez dans vos contextes respectifs. Je peux vous dire qu'en ce moment, la province de Québec est en train de faire des ménages au niveau financier. Il faut savoir qu'au Canada, les organismes publics n'ont pas le droit de faire de déficit. Ça prend des lois exceptionnelles pour autoriser des déficits. Donc là, ils sont obligés de faire le ménage dans leurs finances et couper un peu partout. Et je peux vous dire qu'ils sont en train de regarder, il y a eu le dossier des constructions au niveau automobile, d'infrastructures routières, où on a eu un gros scandale de surfacturation, de collusion. Là, les commissions d'enquête qui ont été mises en place regardent le domaine des technologies. Et ça, c'est très néfaste vis-à-vis de la population. Donc ça jette un peu le doute sur tout le monde, l'organisation publique et tous les fournisseurs. Donc, pourquoi on est allé voir les technologies de l'information? Parce que c'est un poste de dépense énorme. Donc, s'il faut faire des coupes, s'il y a de l'abus, on va aller chercher au niveau des technologies de l'information. Gestion du changement défaillante, oui, on peut avoir la meilleure solution du monde, si elle n'est pas acceptée dans l'organisation, ça peut être un échec cuisant. Alors, d'autres genres de conséquences, c'est encore là tiré de cas vécus. Vous allez avoir une désaffection du domaine des technologies de l'information au sein même de l'organisation. C'est-à-dire que vous allez avoir des unités d'affaires, donc les métiers, ou des directions générales, ressources humaines, marketing, qui vont se détourner des DSI pour mener des projets basés sur les technologies de l'information. Prenons l'info nuagique, terme employé au Québec pour le cloud, les services dans le nuage. Comme ce sont des services qui sont orientés affaires, vous avez par exemple, les ressources humaines ont été les premières à s'impliquer dans le cloud. C'était notamment des systèmes de recrutement clés en main, des systèmes de gestion de ressources humaines. Donc, ils ont complètement court-circuité les départements de technologie de l'information pour aller se magasiner, autre terme employé au Québec, pour aller chercher la solution dans le marché, une solution clé en main qui va répondre à leurs besoins. Donc ça a des conséquences. Mais on a aussi, par exemple, au niveau du marketing, je vous ai mis les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres, LinkedIn, qui ont été utilisés, qui maintenant sont pas mal généralisés au niveau des entreprises. C'est beaucoup les départements marketing qui ont été les initiateurs de ces démarches. Encore là, le volet de technologie de l'information n'a pas été nécessairement impliqué. Alors vous allez me dire, peut-être qu'on commence à s'éloigner directement du domaine des technologies de l'information, et ça a eu des conséquences. Par exemple, toutes les questions de sécurité en termes de partage d'informations, en termes d'interaction avec mes systèmes, parce que maintenant on commence à avoir des systèmes
d'authentification basée sur des comptes de réseautage sociaux. Donc vous voyez, il y a des risques qui émergent de ces situations. Alors, le rôle du CIO là-dedans, donc du DSI, ben, on voit bien qu'il doit se tourner vers le domaine des affaires. Donc, on a vu les désagréments qu'on peut avoir dans la gestion de nos projets, mais il faut aussi aller au-devant des lignes d'affaires pour les comprendre, leur parler, et non pas se cantonner dans le domaine des technologies de l'information, sinon le risque à la clé c'est d'être marginalisé. Alors justement, raison des échecs, souvent les incompréhensions des acteurs. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de parler avec le dirigeant de votre organisation d'une opportunité, d'un projet que vous vouliez mettre de l'avant, et finalement de ne pas l'intéresser? Moi ça m'est déjà arrivé, maintenant de moins en moins parce qu'on finit par apprendre, amélioration continue oblige, c'est vraiment, il faut parler le langage du gestionnaire. Donc il faut pas lui parler de quincaillerie, de technologie, de technique, il faut lui parler dans son domaine d'affaires, d'opportunités, de création de valeur. Donc pour ça, il faut vraiment comprendre le métier dans lequel on est. Besoin mal défini, encore là, oui, on peut venir vous voir avec une idée plus ou moins bien définie. Alors est-ce que vous prenez ce qu'on vous donne comme information, puis à vous de deviner le reste? Ça, c'est pas forcément un gage de succès. Donc vous allez devoir interagir, communiquer, questionner vos clients, donc les lignes d'affaires, les directions générales, pour comprendre qu'est-ce qu'elles souhaitent et là où vous allez pouvoir les aider. Je disais tantôt les solutions axées sur les outils. L'outil, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Projet démesuré, j'en ai vu, puis si je parle de la province de Québec, ils en ont eu quelques-uns, des projets pharaoniques de refaire toute la gestion de leurs ressources informationnelles, donc des projets étalés sur 7 ans, plusieurs centaines de millions de dollars. Donc beaucoup de temps qui se passe avant de livrer le résultat, avec à la clé la démoralisation des troupes, le risque de changer d'objectif en cours de route. Donc moi, je crois beaucoup dans la méthode des petits pas. Ayez des petits projets avec des résultats visibles à court terme. Comme ça, en plus, vous allez chercher l'approbation et vous allez surtout avoir l'adhésion de vos collègues. Alors, des décisions non basées sur une gestion établie des risques, ça c'est important parce que finalement, la décision de faire ou de ne pas faire, c'est pas une question de plaire ou de ne pas plaire à tel ou je dirais on va tenter notre chance. C'est qu'il faut regarder ça en termes de gestion de risque. Et encore là, la gestion de risque, elle va être intimement liée à votre domaine d'activité. J'ai d'expérience pu me rendre compte que des entreprises dont le fond de commerce, la raison d'être et la gestion du risque, par exemple les compagnies d'assurance dans le domaine médical, quand on vient à parler de gestion de risque dans les technologies de l'information, il y a quasiment tout à refaire. Les méthodes sont les mêmes, mais les raisons pour lesquelles, ou ce qui devrait m'alerter par rapport, par exemple, à la sécurité de l'information, par rapport à la satisfaction de mes clients, on est sur d'autres niveaux, d'autres références. Donc c'est quelquefois plus difficile que, finalement, pas avoir du tout de gestion de risque. Et enfin, l'absence d'indicateurs de gestion. Quelquefois, on part dans des gros projets où on passe des commandes, puis finalement, qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que vous pouvez regarder dans chacune de vos organisations et dire, moi, quand je mets 1000 $, dans mes technologies de l'information, quelle est la ventilation de ce 1000 $? Ou quelle est la part de la technologie? Quelle est la part des employés? Quelle est la part de la gestion de changement? Et finalement, qu'est-ce que ça me rapporte? Donc, il faut définir des indicateurs de gestion à l'avance, et ça vient de la haute direction, pour savoir pour passer une commande et pour savoir si les services attendus ont été rendus. Donc, toutes ces raisons des échecs, je veux dire, c'est autant de signes de l'absence d'une gouvernance et d'une gestion des TI établie dans l'organisation. Alors, quand je parle de gouvernance des technologies de l'information et de gestion des TI,
je suis allé chercher les définitions que nous propose l'ISACA à travers COVID-5. Donc j'aurai l'occasion de vous parler un petit peu plus abondamment cet après-midi. On va parler de gouvernance en termes d'évaluation des besoins, déterminer les objectifs et contrôler en retour la performance. Donc ça c'est la haute direction, je veux dire c'est le conseil d'administration, c'est l'organe de gouvernance de l'organisation qui va donner la direction. Pourquoi l'entreprise existe? Quel est mon domaine d'affaires? Qu'est-ce que je m'attends de mon organisation? En gros, c'est la commande que je passe à mon équipe de direction. Et au niveau de la reddition de compte, le contrôle. Ensuite, quand on descend d'un niveau, dans la pyramide, au niveau de la direction d'une entreprise ou d'un organisme public, mais on va aller plus au niveau des couches tactiques et opérationnelles, dans la planification, la conception des solutions, quelles qu'elles soient, pas forcément technologiques, l'opérationnalisation et la surveillance. Donc vous voyez, il y a deux niveaux, gouvernance et gestion, il faut bien distinguer. Et en mettant en place un tel système, on peut éviter un certain nombre des déboires qu'on a rencontrés précédemment. Au moins, ça ne sera pas à l'insu de la direction de l'entreprise. Alors, si on part de tout en haut, le propriétaire de l'organisation, si je prends l'entreprise publique, on va dire qu'ultimement, c'est à travers le gouvernement, ce sont les citoyens. Si je suis une entreprise privée, ça va être le propriétaire de l'entreprise, éventuellement les actionnaires. Quels sont leurs besoins quelles sont leurs attentes par rapport à l'organisation? Ce qu'on veut, c'est créer des bénéfices, créer de la valeur. On veut aussi optimiser les risques et optimiser les ressources. Donc vous voyez, ça c'est les trois fondements de la gouvernance, des besoins, des objectifs de la gouvernance qui a été exprimé dans le COVID-5. Pour ceux qui ne suivront pas la présentation cet après-midi, bon, COVID-5 c'est un référentiel en gestion et gouvernance des TI. C'est pas quelque chose de nouveau, hein. C'est juste je dirais, une présentation intégrée de ce qui a déjà été écrit dans beaucoup de différentes bonnes pratiques. Ce qui est intéressant, la façon dont c'est présenté, c'est qu'on vient de dire que quand on part de ces objectifs exprimés par les parties prenantes, donc le propriétaire de l'entreprise ou l'organe de gouvernance, tout ça pour éviter de dépenser de l'argent inutilement ou de ne pas atteindre les objectifs, ça va se décliner. Donc je ne peux pas prendre le besoin tel qu'il est exprimé par le conseil d'administration et puis descendre ça directement au niveau des opérations. Ça va prendre une déclinaison. Donc on va d'abord traduire ça en objectifs d'entreprise et enfin les descendre au niveau des technologies de l'information. C'est-à-dire qu'est-ce qui, au niveau des technologies de l'information, va me permettre d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Donc, par exemple, tout en haut, on va s'attendre à avoir des produits et services concurrentiels, des nouveaux produits. On veut que ce que l'on offre à nos clients soit attractif. On veut aller chercher de nouveaux marchés. Mais on veut aussi que ça soit performant. On ne veut pas qu'au final, l'entreprise soit déficitaire. On a une gestion des risques à considérer, parce qu'il faut trouver un juste milieu entre une opportunité d'affaires et une gestion de risque. Parce qu'on peut avoir la meilleure idée du monde, si on n'est pas capable de la mettre en œuvre, peut-être qu'à un moment on va avoir un problème financier où le projet ne verra pas le jour. Et si je regarde au niveau des technologies de l'information, pour un peu boucler la boucle, ça va être l'alignement. Parce que tout ce que font mes technologies de l'information, mon informatique, mes systèmes d'information, apportent un plus, contribuent à la création de valeur dans l'entreprise. Donc, au niveau métier, sur les affaires. Alors, cette gouvernance s'instaure à travers un système de gouvernance. Donc là, je vous ai mis la version vraiment la plus sommaire. Si vous voulez les fins de détail cet après-midi, je les passerai en revue. Donc on part de nos objectifs de gouvernance, donc la création de valeur pour l'entreprise, et on va descendre ça au niveau de ce que COVID-5 a appelé les facilitateurs de la gouvernance. Alors facilitateur, c'est un mot que j'ouvre une petite parenthèse, référentiel COVID-5, initialement est en anglais, et nous, pour les besoins que je vous ai exprimés tantôt, c'est nous qui avons piloté la traduction au Québec.
Et en fait, le terme original, c'est enabler, donc permettre, quelque chose qui permet quelque chose. Sauf que c'est décliné dans tout le document, puis le mot permettre est quasiment pas déclinable, donc on y est allé avec facilitateur, on a hésité beaucoup, c'est pas le terme tout à fait exact, mais ça donne un peu l'idée, puis on a essayé dans la rédaction de ne pas perdre l'idée originale de l'auteur. Donc les fameux facilitateurs, ça va être les ressources organisationnelles, donc au niveau des politiques qu'il peut y avoir dans l'organisation. Est-ce que j'ai des normes ou des référentiels auxquels je suis soumis? Je parlais tantôt des numéros de carte de crédit, tantôt j'ai des obligations de conformité avec des référentiels. Si je suis dans le domaine du transport, je vais avoir des normes à respecter. Si je fais du commerce international, je vais avoir des lois à respecter. L'organisation, elle a certaines valeurs. Elle va les exprimer à travers certains principes, certaines politiques. La structure de mon organisation même, est-ce que je suis une structure centralisée? Est-ce que je suis une organisation décentralisée, une multinationale? Il va falloir considérer ça aussi. Les processus, on parle beaucoup de processus au niveau des technologies de l'information, de documenter. Beaucoup les auditeurs qui vont vous dire, est-ce que dites-moi ce que vous faites, mais est-ce que vous l'avez écrit? Si c'est pas écrit, c'est pas documenté, c'est que pour moi ça n'existe pas. Et enfin les pratiques. On va aussi regarder les ressources de l'organisation en tant que telle. Donc les ressources, ça va être l'information, on en a parlé tantôt. C'est un petit peu l'or noir, la valeur dans l'entreprise, nouveau pétrole, c'est l'information. Ça va être les systèmes d'information. Puis ça va aussi une composante très importante, j'en ai parlé tantôt à travers la gestion du changement, l'individu. Donc en gros, ce qu'on vient vous dire, c'est que ce que vous mettez en place dans votre organisation, vous devez regarder l'ensemble de ce qui est appelé facilitateur pour réussir vos projets. Et puis ensuite, parce que pour ne pas faire de vouloir couvrir votre entreprise d'un seul tenant tout de suite, il va falloir déterminer une portée à votre système de gouvernance. Et ensuite, on va le voir à travers les rôles, activités et les relations qui existent entre les différents acteurs. Donc, en fait, là, ici, on vient vous expliquer, ça pourrait être monté verticalement, c'est-à-dire la partie de gauche qui serait tout en haut dans votre organisation, c'est le propriétaire de l'entreprise, qui va déléguer un organe de gouvernance, bon, pas un nom de gouvernement, ça va être celui-là, qui va établir la direction. Et puis, après, on tombe dans les couches de gestion, et on va le décliner jusqu'au niveau des opérations. Et après, en retour, on va voir toute la chaîne de reddition de comptes. Donc le système de gouvernance, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'on part du haut de l'entreprise, on donne les orientations, on s'assure finalement qu'au niveau des opérations, tout est en ligne avec la création de valeur, avec l'objectif de l'organisation, et pour m'assurer que ça fait ce que c'est censé faire, toute la chaîne de reddition de comptes. Alors, si je regarde au niveau de l'innovation, puisque c'était ça le thème, je peux trouver des processus dans COVID-5. On va partir tout en haut, gérer la stratégie. Quelle est la stratégie de mon entreprise? Si je pars avec des nouvelles technologies, de nouveaux projets, mais que je ne viens pas soutenir ou j'ignore quelle est la stratégie de mon entreprise, il y a de fortes chances que j'y arrive pas. Ou que je ne sois pas écouté de la haute direction, que je ne sois pas dans le bon temps. On va aussi, donc, notamment regarder à évaluer les nouvelles technologies, les technologies émergentes au regard de la stratégie. On va avoir aussi un processus spécifique qui va toucher à la gestion de l'innovation et notamment ce processus a pour objectif d'obtenir un avantage concurrentiel, une innovation d'affaires, on va dire business innovation, et une amélioration de l'efficacité opérationnelle en exploitant l'évolution des technologies de l'information. Donc vous allez trouver toutes les activités pratiques qui permettent de faire que ce processus existe, avec un tableau des rôles et responsabilités. Puis vous allez voir quel est le rôle de la haute direction, quel est le rôle du CIO là-dedans, donc du DSI, quel est le rôle du responsable des financiers, quel est le rôle de chacun des directeurs des unités d'affaires. Donc, je me plais à dire que COVID-5, c'est pas une recette, c'est une grosse boîte à outils. Mais je vous invite vraiment à le regarder. En plus, le document lui-même est accessible sur le site d'Isaka gratuitement. Moi, je m'en sers tous les jours sans jamais en parler à personne. Juste à vous, j'en parle. C'est une mine d'informations. Tout ne s'applique pas. Regardez-le d'une manière critique, mais c'est une source d'inspiration vraiment très intéressante.
et c'est quand même basé sur des référentiels reconnus mondialement, donc ça c'est quand même pas dénué d'intérêt. On va vous parler au niveau des objectifs de l'entreprise, puisqu'on vous en donne. Tantôt, je vous disais que les besoins des parties prenantes vont se décliner en objectifs d'entreprise. Et bien, vous allez avoir une liste d'objectifs d'entreprise qui sont énumérés. Et notamment, ici, on va regarder la notion de culture d'innovation. Est-ce que votre entreprise, elle a une façon de fonctionner qui est bien établie, puis qui cherche à évoluer, ou est-ce qu'elle elle reste sur ses acquis? Ça peut être important parce qu'il va falloir le considérer pour travailler en amont. Les objectifs liés au TI, les connaissances que la direction peut avoir, les différents acteurs de ces nouvelles technologies. Partez pas du principe qu'ils sont au courant. Oui, ils vont lire l'actualité, ils sont quand même connectés pour la plupart, mais apportez-leur cet éclairage. On me dit qu'il nous reste 5 minutes. Et les compétences que ça requiert au niveau de l'organisation. Alors, il y a aussi un autre élément qui est intéressant, dont je regarde très régulièrement, c'est les indicateurs liés aux objectifs d'entreprise, donc le niveau de sensibilisation, la satisfaction des parties prenantes. Vous avez mis beaucoup d'efforts pour réaliser, mettre en place un système, pour faire évoluer des façons de faire. Est-ce qu'au final, ça permet aux utilisateurs et à la direction d'être satisfaits? Si ça ne l'est pas, il y a peut-être quelque chose à regarder. Est-ce que ça n'a peut-être tout simplement pas été compris? Ou est-ce qu'on a livré quelque chose qui ne correspondait pas aux attentes? Il y a aussi d'autres genres d'indicateurs de gestion qui peuvent être intéressants. C'est le nombre d'initiatives qui ont été approuvées. Donc tout ce que vous avez apporté comme suggestion, quelles sont celles? Quelle est la quantité finalement qui a vu le jour? Ça peut être un bon indicateur pour savoir si votre organisation est dotée des mécanismes pour tirer le maximum de profit de l'innovation. Donc, alors, je mets et bien plus parce que la suite c'est cet après-midi pour ceux qui veulent aller voir dans le détail. J'ai parlé beaucoup des processus. Après-midi, je parlais plus des 6 autres facilitateurs que j'ai énumérés rapidement tout à l'heure. Donc à 16h30, c'est un rendez-vous pour une présentation plus détaillée de ce que c'est que COVID-5 et du potentiel que ça peut vous apporter comme DSI au sein de votre organisation. Merci. Merci David. S'il y a des questions pour David, sinon je vous rappelle qu'à 16h30, on aura une session spéciale pour les amoureux de Covid, de la gouvernance. Donc je vous invite fortement à assister à 16h30 dans cette salle à la conférence de David. Sinon, on a une question déjà, mais on aura plus de temps l'après-midi pour les questions. Donc je vais faire ça simplement. Mamadou Nan, du club des DSI de Côte d'Ivoire. En fait, lors de l'exposé, j'aimerais bien qu'on puisse revenir sur les aspects risques en termes de transformation numérique. Comment est-ce que le conférencier perçoit ces risques-là? J'ai essayé de voir un certain nombre de choses parce que c'est important. Et ensuite, comment ces risques-là sont traités? Les options de réponse qu'on pourrait donner, ou bien on pourrait le faire l'après-midi, et éventuellement les mesures de sécurité à mettre en place en termes de processus, de procédures en fait pour mieux endiguer les risques qu'on aura retenus et qui devront être traités en fait. C'est toute une démarche. En effet, puis là, moi ça me parle beaucoup parce que étant spécialiste du domaine de la sécurité de l'information et de la protection de la vie privée, on voit ça toujours en termes de risque. Il n'y a pas moyen de dire ce que je vais mettre en place va résoudre mes questions de sécurité. Et moi, aller voir le dirigeant de l'entreprise en disant regarde, je vais mettre en place tous les contrôles, puis il n'y arrivera jamais rien. C'est de la gestion de risque. Il faut trouver un équilibre finalement entre ce que je suis prêt à mettre en place comme contrôle et, et la part de risque que je suis prêt à accepter. Je me plais toujours à dire que s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'opportunité. Parce que vous n'avez pas créé de la valeur, ou alors s'il y avait un filon, ça se saurait. Ce
le risque est inhérent à la création de valeur. Donc oui, en effet, j'irai plus dans le détail cet après-midi à ce niveau-là, mais peut-être juste pour illustrer que c'est une part importante de la gouvernance, c'est que mon niveau de risque que je suis prêt à accepter, puis quand je dis que l'organisation est prête à accepter, ça va venir de la haute direction. J'ai déjà vécu des situations au niveau d'opérations, quelque chose de simple, gestion de sauvegarde, de sécurité ou de continuité d'affaires, mettons, où les opérations vont être amenées à faire des choix, et donc finalement accepter des risques, et ça va être basé, ils vont me dire, sur les moyens qu'on a. Je ne peux pas, par exemple, faire des sauvegardes tous les jours ou me mettre en place un système de relève en temps réel, parce qu'avec le budget que j'ai, je ne peux pas, ou les ressources humaines que j'ai. Sauf qu'on regarde ça sous l'angle opérationnel, alors que c'est une décision de haut niveau. C'est que quelle est la survie de l'entreprise? Je veux dire, on a vécu récemment au Québec une situation où un organisme public a vu son centre de traitement inondé, pour une question de plomberie, on va dire. Et puis soudainement la haute direction s'est dit c'est la faute du plombier et puis on n'y peut rien, donc interruption du service. Les citoyens pendant plusieurs semaines ont été privés d'un certain nombre de services. Je me dis comment c'est possible que la haute direction découvre soudainement que tout leur système reposait sur un centre de traitement qui était unique puis qui en plus était dans un sous-sol, donc à risque. Donc c'est juste une illustration, mais on y reviendra plus en détail cet après-midi. Merci. Une dernière question. Toujours la même. Toi. Merci. Ma question, c'est par rapport au Covid. Est-ce qu'il y a la possibilité de modéliser les flux de la direction générale des stockholders, les stockholders et la direction générale, les objectifs de la direction générale et les contraintes opérationnelles, les informations du terrain au niveau opérationnel et réconcilier entre les deux mondes? Est-ce qu'il y a la possibilité de modéliser donc, les deux flux d'informations pour pouvoir faire du reporting et de l'analyse des contraintes et objectifs? Alors, je vais en parler un peu plus dans le détail cet après-midi. Il y a une bonne partie, en termes de volume, dans COVID-5 qui est centrée sur les processus. Je dis juste en volume parce qu'en termes d'importance, pour moi, c'est juste une des 7 composantes. Mais au niveau des processus, on va avoir des processus au niveau de la gouvernance, on va en avoir au niveau de la gestion. Après, on a le côté opérationnel, on descend quand même jusqu'au chef des unités opérationnelles. Et pour chacun des processus, dans la 37, on va avoir des objectifs exprimés. On va avoir le détail des activités. On va avoir des indicateurs de gestion. Donc, vous avez une liste, mais c'est ce dont j'utilise le plus. Ce sont les sources d'informations qu'on retrouve là-dedans. Et donc, toutes les considérations opérationnelles, on les retrouve à travers ces indicateurs de gestion. Tout au moins, on voit comment ça va se traduire en considération opérationnelle. Il y a aussi deux volets qui sont intéressants. C'est quelles sont les raisons du succès qui vont faire que mon processus va fonctionner. Elles sont détaillées. Et aussi, quelles sont les causes d'échec. Puis, bon, les rédacteurs de COVID-5, c'est quand même des praticiens. Bon, il y a des universitaires, c'est un travail d'équipe. Et puis, une évolution, ça n'a pas été créé comme ça du jour au lendemain. Donc, on sent qu'il y a quand même beaucoup de vécu. Moi, je retrouvais pas mal dans les raisons des échecs, des choses que j'ai moi-même vécues. Et rien que le fait de les avoir identifiées et de les considérer quand on va partir son projet ou qu'on réalise ses activités opérationnelles, de prendre conscience de ce qui est important, de ce qui est à risque, ça contribue à la réussite des choses. Ça contribue, c'est pas succès obligatoire, mais au moins on sait dans quoi on met les pieds. Merci David. Donc cet après-midi. Oui, 16h30.